Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie de votre présence pour cette journée exceptionnelle et en remerciement des intervenants, chercheurs de renom, universitaires et spécialistes de droits de l'homme et droits des femmes, et qui ont participé à cet événement. Nous espérons bénéficier de leur connaissance et de leur savoir. Et moi, je suis en train de vous exposer sur un sujet sur les femmes et leur place dans la gouvernance mondiale. Et bien sûr, nous sommes connectés par les Zoom, Facebook et d'autres réseaux sociaux. Quel est le rôle et la place des femmes dans la gouvernance mondiale? La réponse à cette question n'est ni facile ni évidente. Les observations qui suivent ont pour but de soulever des questions et susciter une discussion. Il faudrait au préalable s'entendre sur le sens du concept de gouvernance mondiale. Le vocable de gouvernance tel qu'il est employé aujourd'hui est à la fois un concept descriptif, normatif, idéologique et critique. Il possède une longue histoire. Au Moyen Âge, ce terme était synonyme de gouvernement. À partir des années 1930, on commence à parler de la corporate governance, gouvernance d'entreprise, politique, un réseau régissant les relations d'acteurs réunis avec l'objectif d'engendrer un profit. Depuis cette époque, le discours sur la gouvernance oscille entre l'apologie de la technocratie efficacité, gestion performante et innovante, censée pallier aux risques et résoudre des questions de plus en plus complexes, et l'idée de la démocratie participative, prise en compte de la société civile, pluralité d'acteurs publics et privés. Cette excellente idée néolibérale est de plus en plus détachée des cultures locales. On assiste donc à une atomisation de la puissance publique, aussi bien par le haut que par le bas. Avec le qualificatif mondial, la notion se confond avec celle de régime international, santé, environnement, droit maritime, etc., etc. La gouvernance mondiale se superpose ici à la gouvernance locale et nationale. Et il s'agit d'ajuster à l'échelle planétaire les politiques et comportements des États et des grandes organisations internationales ou transnationales. D'une part, sur la base de normes négociées à l'échelle
planétaire, avec des acteurs tels que les grandes institutions économiques mondiales, OMC, FMI, etc., etc. D'autre part, les multinationales, les grands ONG et les lobbies. La représentativité démocratique de cette gouvernance pose question. Les ONG mondiales ont une représentativité problématique. L'atomisation de la puissance publique suppose l'existence de pôles de pouvoir concurrents. La gouvernance mondiale signifie polyarchie ou même parfois autoritarisme au nom du développement. Ainsi, l'État est censé se cantonner au rôle de régulateur et d'arbitre. Aborder la question de la place des femmes au sein de la gouvernance mondiale peut ainsi signifier celle de leur représentation par ces grands acteurs de la globalisation capables d'agir au niveau international avec des institutions et des grandes entreprises internationales. L'ONU proclame vouloir permettre à davantage de femmes d'occuper une place légitime dans les instances de décision. L'expertise d'ONG de femmes peuvent contribuer à la création de normes négociées dans des domaines relatifs à leurs besoins au niveau local. Ces ONG ont prouvé leur efficacité. La gouvernance mondiale n'est cependant peut-être pas le niveau où se décident les questions cruciales pour l'amélioration du statut de la femme. La gouvernance mondiale fonctionne selon une logique d'évitement de risques et de la conservation des équilibres en place. L'impasse sur la gouvernance démocratique au niveau national ne peut pas se faire, et c'est à ce niveau que leurs intérêts et leurs besoins sont susceptibles d'être pris en compte. Pour rappel, d'après les données de 2023, les femmes n'occupent qu'environ 21% des postes ministériels dans le monde. Au 1er janvier 2023, les femmes représentent 22,8% des membres de cabinet à la tête du ministère. Seulement 15 pays ont une femme comme chef d'État et 16 pays ont une femme comme chef du gouvernement. Par exemple, la participation des femmes à la gouvernance démocratique est étroitement liée à celle de l'accès des filles à l'éducation, facteur qui contribue à leur émancipation de la domination familiale. L'élévation du niveau d'éducation des femmes est aussi corrélée à une baisse des taux de fécondité, sujet particulièrement important en Afrique et dans certains pays d'Asie et au Moyen-Orient. Or, ces politiques se décident toujours au niveau national. En outre,
Si la gouvernance mondiale commence à être perçue comme une force qui érode la légitimité démocratique et la culture, les relations de rejet qui se manifestent au niveau national peuvent conduire à la stagnation ou même au rejet de politiques visant à améliorer le statut de la femme au nom de la défense de la souveraineté ou des traditions réelles ou imaginaires. De même, l'extension de la normativité à outrance peut engendrer des réactions de rejet. Les réponses susceptibles d'être apportées à toutes ces questions seront cruciales pour l'avenir des femmes au sein de la gouvernance mondiale. Je vous remercie de votre attention.